Édition spéciale élection de mi-mandat, l'épreuve de force est passée pour Donald Trump. Si les républicains perdent comme prévu la majorité à la Chambre des représentants, ils se renforcent au Sénat. Un scrutin tristement banal, loin de l'échec cuisant envisagé par les médias pour Donald Trump. À l'approche des midterms, Donald Trump avait déjà l'œil sur l'échéance suivante, la prochaine élection présidentielle où il compte bien se représenter, peu importe la perte de la Chambre des représentants. Madame, Monsieur, bonsoir. Les démocrates ne transforment pas l'essai. Alors que les médias occidentaux prévoyaient un raz-de-marée bleu, les républicains de Donald Trump se maintiennent mieux que prévu. Ils confirment leur majorité au Sénat, mais cèdent la main à la Chambre des représentants. Un résultat satisfaisant pour le président. Encore raté pour les démocrates. Après une élection présidentielle aux prédictions on ne peut plus inexactes, les midterms battent une nouvelle fois en brèche les sondages des médias occidentaux. Alors que les élections de mi-mandat ont toujours été très difficiles pour les pouvoirs en place, Donald Trump a traversé cette épreuve avec un relatif succès. En effet, le républicain conserve sa majorité au Sénat et parvient même à l'amplifier, notamment en remportant le Dakota du Nord, le Missouri et l'Indiana. Sans surprise, il concède toutefois la majorité à la Chambre des représentants aux démocrates, lesquels ont notamment gagné 2 districts du Nevada et de l'Iowa, ainsi qu'un des 4 secteurs de l'Arizona. Nancy Pelosi, la patronne des démocrates, consciente de la timide victoire, a simplement déclaré que son parti allait pouvoir servir de contrepoids. Today is more than about Democrats and Republicans. It's about restoring the Constitution's checks and balances to the Trump administration. The American people want peace. They want results. They want us to work for positive results. Un contrepoids et non un veto permanent. En effet, le recul pour le président apparaît bien léger au regard des élections de mi-mandat qu'avait dû subir Barack Obama, où celui-ci n'avait jamais pu obtenir de majorité au Congrès, c'est-à-dire ni au Sénat, ni avec les représentants. Pourtant, les démocrates avaient mis le paquet cette fois pour obtenir la vague bleue qu'ils attendaient tant, en vain. Concert de stars bien pensantes, mise à contribution de l'actrice phare de la communauté noire américaine Oprah Winfrey ou bien sûr participation active de l'ancien président Obama. Il a également fallu compter avec une profusion de candidats progressistes misant tantôt sur leur identité de genre, tantôt sur les origines issues d'une minorité ethnique et tantôt les deux à la fois. Tout y est passé pour balayer la force de Donald Trump qu'ils n'ont toujours pas digérée. Pourtant, il faudra bien faire avec, car avec ces midterms, ils n'ont pas vraiment affaibli le président. Sa base électorale, qui repose largement sur le vote des Américains blancs, n'a pas failli, notamment du côté des hommes. En effet, ces derniers se sont prononcés à 59% en faveur des républicains, et tout particulièrement les plus de 45 ans. À l'inverse, toutes les catégories sociales correspondant aux dites minorités ethniques, qu'il s'agisse des Afro-Américains ou des Latinos, ont tous majoritairement voté pour les démocrates. Et les investitures avaient été faites en connaissance de cause. 40% des candidats démocrates étaient des femmes, alors que Donald Trump a été largement épinglé pour son supposé sexisme. De même, les démocrates peuvent se féliciter d'avoir envoyé les 2 premières femmes musulmanes à la Chambre des représentants. Une victoire que l'une d'entre elles, Ilhan Omar, une réfugiée somalienne, n'a pas manqué de fêter avec un pas de danse et un tweet à l'intention de sa coreligionnaire d'origine palestinienne, Rachida Tlaib, ponctué par un Inch'Allah. Ilhan Omar incarnait la gauche du parti démocrate avec des propositions significatives telles que l'éducation gratuite, l'accès au logement pour tous et une réforme du système judiciaire. Mais malgré ces profils surmédiatisés durant la campagne des midterms, les démocrates souffrent d'une carence fondamentale. Il leur manque des figures de proue et une ligne directrice claire, une autre que lutter contre Donald Trump. Un manque qui n'est pas à déplorer du côté républicain. En effet, en plus d'avoir le président, ils ont également des candidats à forte personnalité tels que Ted Cruz au Texas, qui conserve d'ailleurs sa place de sénateur. Texas saw something this year that we've never seen before. This election wasn't about me, and it wasn't about Beto O'Rourke. This election was a battle of ideas. It was a contest for who we are and what we believe. It was a contest, and the people of Texas
decided this race. Les Républicains ont évidemment appuyé leur communication sur leur victoire au Sénat tout en invitant les démocrates à se montrer constructifs, les exhortant à travailler sur les lois plus que sur les enquêtes de l'administration Trump. Les Républicains sont donc parvenus à accomplir une véritable prouesse en empêchant cette hémorragie. La perte de la majorité au sein de la Chambre des représentants ne peut certes que constituer un nouvel obstacle pour la présidence. Pour autant, celle-ci s'est déjà habituée à devoir naviguer avec une majorité faible ou fuyante. Le défi ne devrait donc pas décourager les ambitions de la Maison-Blanche de poursuivre ces réformes, à plus forte raison qu'aujourd'hui, plus personne ne pourra plus gloser sur la supposée vague anti-Trump. La vague anti-Trump est justement plutôt une vue de l'esprit médiatique et fort de ces résultats de ces midterms, le président américain devrait donc en toute logique mettre le cap sur la prochaine présidentielle pour un deuxième mandat. Pas de vague anti-Trump, pas d'élan démocrate, rien ne devrait donc pouvoir empêcher Donald Trump de se représenter pour un deuxième mandat en 2020. En effet, la dure épreuve des midterms a toujours constitué un revers cuisant pour les pouvoirs en exercice. Tout portait donc à croire que Trump, vilipendé quotidiennement dans les médias, ne devait pas faire exception, au contraire. Et pourtant, la vague bleue n'a pas eu lieu. De quoi conforter le président dans sa politique nationale, qui par ailleurs devrait avoir plus d'effet à la fin du mandat. Dans ce cadre, on peut donc s'attendre à ce que la situation de l'emploi aux États-Unis poursuive son embellie et facilite ainsi la réélection. La posture anti-immigration sur laquelle Donald Trump n'a pas lésiné pendant la campagne semble également suffire pour qu'une large part des Américains continue de lui faire confiance, notamment à l'heure de l'arrivée de vagues de clandestins en provenance d'Amérique du Sud. Mais si Donald Trump a réussi à convaincre suffisamment pour ne pas enclencher d'hémorragie dans ses rangs, c'est aussi grâce à l'état du Parti démocrate qui accuse toujours le coup de la défaite de la présidentielle. En effet, après la primaire courue d'avance pour sélectionner Hillary Clinton, les candidats ont usé et abusé de violentes attaques internes, une posture qui a décrédibilisé le mouvement en profondeur. La propension du parti à sélectionner des candidats issus des différentes minorités ont également donné lieu à quelques écarts. La jeune congressiste Ilhan Omar, d'origine somalienne et musulmane affichée, s'est par exemple revendiquée ouvertement socialiste, un terme qui n'est pas entendu aux États-Unis comme en France et qui flaire presque bon la sauce bolchevique. Face à cela, d'autres démocrates s'annoncent beaucoup plus conservateurs sur les mœurs. Le parti fait donc un grand écart idéologique, un grand écart particulièrement difficile à maintenir seul, dans la mesure où la fronde anti-Trump vient désormais de montrer ses limites. Et pendant ce temps, la caravane migratoire poursuit sa marche vers les États-Unis, alors qu'une première vague de 4000 clandestins venus du Honduras et du Guatemala ont fait escale à Mexico. Deux autres groupes convergent également vers les États-Unis. Donald Trump les attend de pied ferme. Thibaut Bastide. Peu importe les élections de mi-mandat, la caravane migratoire poursuit sa route vers l'Eldorado américain. Depuis le 13 octobre dernier, des milliers de Honduriens ont fui leur pays en proie à la misère et à la violence pour tenter de rejoindre la frontière américano-mexicaine afin d'aspirer à des jours meilleurs. Bien aidés par des ONG et d'anciens politiques favorables à l'immigration de masse, la caravane migratoire a donc traversé le Guatemala avant d'atteindre Mexico où près de 4000 clandestins ont été installés dans des tentes. Si bon nombre de migrants ont rebroussé chemin après avoir été stoppés à la frontière mexicaine. La première vague a fait des émules et deux autres caravanes ont pris la route avec le même but en tête. En tout, plus de 7000 clandestins font route vers les États-Unis. Trois vagues migratoires qui ont déclenché les foudres de Donald Trump, alors en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. Cherchant à mobiliser ses troupes, le président américain n'a pas hésité à accuser ses adversaires démocrates de vouloir effacer les frontières et faire passer les clandestins avant les citoyens américains. So the Democrats want to invite caravan after caravan. And I don't know if you see the big caravan coming up? 3 more are forming. And you know what we give to these countries? Hundreds of millions of dollars to Honduras and to El Salvador, right? We have to others. We give hundreds of millions of dollars. You know what they give to us? Nothing, nothing. But caravan after caravan is forming unvetted illegal aliens trying to flood into our country on your dollar, overwhelming your schools, depleting your resources, and endangering your community.
Craignant une véritable invasion, le locataire de la Maison-Blanche a préparé la riposte en déployant près de 7000 militaires américains à la frontière mexicaine avec un mot d'ordre, personne n'entre aux États-Unis. We're not going to put up with that. They want to throw rocks at our military fights back. We're going to consider it. And I told them, consider it a rifle. When they throw rocks like they did at the Mexico military and police, I say, consider it a rifle. Il faut dire que Donald Trump ne peut pas vraiment compter sur le soutien de son voisin. En effet, les autorités mexicaines n'empêchent en rien les clandestins de progresser sur leur territoire. Sur différents tronçons du trajet, ils ont été escortés par des policiers fédéraux et surveillés depuis des hélicoptères, sans toutefois que les forces de l'ordre ne tentent de les bloquer, alors même que des migrants avouent que des délinquants se sont mêlés à la caravane. Preuve en est, 2 Honduriens recherchés par la justice de leur pays, l'un pour un triple meurtre et l'autre pour trafic de drogue, ont été arrêtés et renvoyés. Ainsi, au lendemain des élections de mi-mandat, Donald Trump attend la première vague de pied ferme. Une première vague qui devrait arriver en ordre dispersé. La frontière américaine se trouve à 1000 km de Mexico, mais de nombreux clandestins veulent rejoindre Tijuana, en Basse-Californie, et devront pour cela encore parcourir 2800 km. Et à présent, on part avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. La mairie socialiste de Dijon veut interdire à ses administrés d'appeler leurs enfants comme ils le souhaitent. Alors que certains voudraient renommer les Absatou en Corinne, la mairie de Dijon a saisi l'appareil judiciaire pour faire supprimer le prénom d'un enfant que sa mère a choisi d'appeler Jihad. Une affaire semblable s'était déroulée en Haute-Garonne il y a quelques années et le juge du tribunal de grande instance de Toulouse avait renommé le bambin Jaïd. L'article 57 du Code civil dispose que le juge peut supprimer le nom de l'enfant de l'état civil si ce dernier n'est pas conforme aux intérêts de celui-ci ou s'il méconnaît les droits des tiers. Pour rappel, le mot djihad connaît plusieurs traductions: combat sacré, effort, abnégation, lutte ou encore guerre sainte. La collusion politico-médiatique a son paroxysme. L'ancien chroniqueur de France Inter, Bernard Guetta, serait possiblement présent sur la liste de La République En Marche pour les prochaines élections européennes. L'ancien journaliste, qui s'était spécialisé dans les questions internationales, serait intéressé par une reconversion politique et affirme, à qui veut l'entendre, que la cause européenne lui est chère. En cas de ralliement au parti présidentiel, le mouvement d'Emmanuel Macron gagnerait une tête d'affiche médiatique non négligeable. Au moins 6 morts 2 jours après l'effondrement d'un immeuble dans la cité phocéenne. Le bilan s'alourdit. Le temps de l'évacuation des décombres et des corps sera bientôt passé. Il sera alors question d'évoquer les responsabilités des différents acteurs et la situation du logement à Marseille. Mercredi, un ancien inspecteur général de l'administration du développement durable a affirmé avoir rendu un rapport alarmant au ministère du Logement en 2015, qui était alors tenu par le ministre radical Sylvia Pinel. Le document faisait état de 40 000 logements qualifiés d'indignes et qui concernerait pas moins de 100 000 habitants, soit plus de 10% du parc immobilier principal. Pour cet ancien inspecteur, les chiffres n'ont guère bougé depuis son rapport et Marseille est aujourd'hui la ville européenne qui compte le plus de logements dégradés dans son patrimoine. Jawad Ben Daoud n'en rate pas une. Ce mercredi, le logeur des terroristes du Bataclan a été condamné en appel à Paris à 1 an de prison avec sursis pour avoir violenté et menacé son ex-compagne. En première instance, il avait reconnu lui avoir mis un coup de tête après l'avoir menacé de lui arracher les yeux et de la brûler vive. Cette nouvelle condamnation intervient 2 semaines avant l'ouverture de son procès en appel pour avoir logé 2 djihadistes du 13 novembre. Héritage tragique du califat, des charniers renfermant plus de 10 000 cadavres ont été découverts dans les provinces d'Irak sous contrôle de l'État islamique de 2014 à 2017. En tout, 202 charniers ont été découverts. Parmi les victimes, on dénombrerait une part importante de membres de la communauté ethno-religieuse yézidi. Selon l'ONU, ces charniers pourraient bien n'être qu'une petite part des scabreuses traces d'exactions que pourraient découvrir les institutions internationales et les autorités irakiennes. Pour rappel, l'État islamique a profité d'armement par l'État français et son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Xavier Moreau est le directeur du centre Stratpol. Il évoque les résultats des midterms aux États-Unis et les déclarations d'Emmanuel Macron en faveur d'une armée européenne face à une prétendue menace de Moscou. L'avantage de contrôler le Sénat pour Trump, c'est qu'il va pouvoir, s'il y a besoin, continuer à mettre des juges à la Cour suprême qui lui seront favorables. Donc il y a quand même un basculement, et peut-être qu'il aura, la question qui m'intéresse le plus moi sur la Russie, davantage les mains libres pour appliquer la politique étrangère
qu'il revendiquait pendant sa campagne, c'est-à-dire de bien s'entendre avec la Russie. Et puisque si lui, sa volonté, c'est de ramener les usines aux États-Unis, de remettre à plat la balance commerciale, c'est pas avec la Russie qu'il aura des problèmes. Ce soir, retrouvez également Perles de Culture. Vous avez le Club Cinéma, puis Anne Brassier et son invité Bernard Gantois pour la présentation de son livre Le Mirage des valeurs républicaines. Et ensuite, Hélène Charrier évoquera la rénovation du prieuré des Moulineaux dans les Yvelines. Et puis tout de suite, évidemment, n'oubliez pas la chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il n'aura sans doute échappé à personne que le monde masculin n'a pas bonne presse dans les médias. Je veux dire, le vrai monde masculin, hein, pas les types décorés, tatoués, épilés, programmés par leurs femmes, pas ceux qui disent celles et ceux toutes les deux phrases pour faire plaisir au système. Non, je veux parler des hommes indépendants d'esprit, des hommes qui disent « t'es gentil, mais j'irai pas ce soir ». Pourquoi? Mais parce que je peux pas blairer Sylvia et son mari. Des hommes qui disent à leurs enfants « t'es gentil, mais il n'y a rien à discuter, c'est comme ça, tu files dans ta chambre ». Des hommes qui savent imposer leur point de vue, leur itinéraire en voiture, leur goût culinaire. Et bien à Campagnol, nous en avons encore plein, des gens comme ça. Et non seulement c'est reposant, mais surtout ça permet de mesurer à quel point le système, et la publicité en particulier, se liguent chaque jour davantage depuis des années pour avoir la peau de ces gens-là, de leur résistance à la domination féminine. Il faut dire que l'un des vecteurs privilégiés de l'influence féminine dans un couple, c'est la parole. Or, chez nous, les gens ne parlent pas beaucoup. Mais ils regardent la télé. Par exemple, souvenez-vous d'une publicité célèbre assez ancienne qui avait le don de mettre hors d'eux un couple de mes amis, et notamment le mari qui s'appelait Raymond, celle où une actrice américaine terminait son petit discours par la phrase « Je le vaux bien ». Ce Raymond, là, qui est mort depuis, ne supportait pas cette offense qu'on venait lui infliger à domicile au nom d'un système de valeurs qu'il appelait la poufferie généralisée, du terme pouf, qui pour lui désignait ce genre de femmes, celles qui se pomponnent tout le temps, à qui tout est dû, celles qui le valent bien, celles qui dressent leurs enfants contre leur père, et qui désormais, dans une espèce de couronnement de feu d'artifice du fantasme, envisagent de faire des enfants sans lui. Et c'est lui, ce Raymond, qui, au fil des années, m'a désigné les innombrables publicités qui montraient une fille de 14 ans et sa mère en train de comploter dans le dos du père sur le ton « tu vas voir, on va arriver à duper ce pauvre type, de toute façon il comprend rien ». Je me souviens en effet de l'une de ces publicités où la mère disait carrément à sa fille « ma pauvre Caroline, je ne sais pas ce qu'on va faire de ton père ». Mais il y a aussi le coup de la petite fille qui disait à son père de corriger son régime alimentaire pour boire du lait, à quoi le père répondait « mais tu sais bien que je ne le supporte pas ». Et la petite fille têtue insistait, elle disait que Lactel ou Candia ou Régilet avaient fait un nouveau lait qui se digérait mieux et que donc le père devait cesser de se prendre pour une exception. Il allait boire son lait là tout de suite comme tout le monde, non mais sans blague. Et là vous voyez, c'était quand même hallucinant, la petite fille, les bras croisés, qui attendait que son père boive son lait dans une inversion complète des rapports hiérarchiques dans la famille. Eh bien, les publicitaires adorent se glisser comme ça dans ce qui est le plus fragile, le plus susceptible de céder dans une relation familiale. Et le fossé entre des femmes sûres de leurs droits et un homme qui dit « vous êtes gentil, mais je fais ce que je veux », ce fossé s'élargit sans cesse à cause d'eux, des publicitaires. Les plus grosses agences ne cessent de montrer que c'est la femme qui fait ce qu'elle veut. Vous avez en ce moment même, et c'est Gustave qui a attiré mon attention là-dessus, un exemple criant de ce rapport au masculin. C'est une pub Super U, qui n'est pas neutre, car Super U est en quelque sorte notre tissu de petit supermarché à nous. Cette chaîne a réussi à asseoir une image de proximité rurale ou semi-rurale, et donc assez intéressant de voir comment elle nous traite sur ce plan-là. Eh ben, mon ami Raymond aurait été furieux, une fois de plus, devant l'habileté sournoise de cette agence de publicité, puisqu'au lieu d'attaquer frontalement l'autorité du mâle qui dit « monte dans ta chambre », en annonçant qu'il ne discute pas, elle a choisi de tourner en dérision ses préférences alimentaires en nous montrant un couple mère-fille, encore un, qui singe le discours du père à table quand il est question du fromage de chèvre. Voilà donc ces deux femmes, la mère et la fille, 14
14 et 40 ans, qui disent, et surtout le chèvre ferme mais pas trop, fait à cœur, etc. Elle se répète ces paroles en chargeant les courses dans la voiture d'un air de dire, ce pauvre gars qui radote comme un débile, on lui a acheté quand même le fromage qu'il aime. Et là, il faut souligner à quel point l'agence, dont le but est de plaire, dont le souci est de ne pas déplaire, a joué sur la soumission aux préférences paternelles, d'une part, qui reste sacrée en campagne, tout en se moquant d'elle, faute de mieux, et en excitant la rivalité dormante entre les femmes du foyer et la figure rustre de l'homme pour qui la bouffe est sacrée. Tout ça pour montrer, une fois de plus, outre la guerre des sexes à laquelle nous invite en permanence le monde américain, combien les ruraux, les gens simples, la moitié du pays en somme, lui résistent encore. Et c'est certainement pourquoi la ruralité tout entière a une image aussi détestable dans les médias. Elle est avant tout une citadelle difficile, voire impossible à réduire, une citadelle qui résiste aux usages importés de l'extérieur. En somme, c'est un modèle réduit de ce qu'on appelle la nation. Bien, invitez vos amis à regarder Campagnol TVL sur YouTube. Merci, c'est pareil, c'est de la nation aussi, mais en éprouvette, comme un vaccin, quoi.